Infrarouge, des films sans concession. À une situation exceptionnelle doivent répondre des mesures exceptionnelles. Nous voulons avoir accès aux ordinateurs. Facebook, Twitter, YouTube. Aujourd'hui, parfois utilisent ces méthodes qui sont illégales. Il faut un Patriot Act. Il faut prendre des mesures de manière extrêmement pratique. Jamais des mesures d'exception qui dérogeraient aux principes du droit et des valeurs. Des attentats meurtriers qui traumatisent un pays. Une union sacrée politique qui décide de faire la guerre au terrorisme. Des lois adoptées à la quasi-unanimité permettant aux services de sécurité de traquer les suspects par tous les moyens, humains et électroniques, légaux et illégaux. Ces événements ont déjà été vécus. Pas seulement en France en 2015, mais dans plusieurs pays occidentaux. Et surtout aux États-Unis, où cela a donné naissance à la plus grande entreprise de surveillance de tous les temps. En voilà l'histoire. 1er juin 2013. 3 journalistes d'investigation venus de New York arrivent à Hong Kong. Ils ont rendez-vous avec un mystérieux correspondant. Juste avant l'envol, l'anonyme leur a transmis des documents top secrets en sa possession. Dans l'avion, les journalistes n'en reviennent pas. Pendant les 16 heures de vol, l'adrénaline m'a empêché de dormir une seconde. J'ai réalisé l'incroyable étendue des documents que nous avions en notre possession. Non pas des dizaines, ni des centaines, mais des milliers de documents top secrets de la NSA, sur toutes sortes d'activités de surveillance, venant des endroits les plus sensibles de la NSA. Depuis des mois, l'anonyme a communiqué avec les journalistes via des emails extrêmement cryptés, car le scoop qu'il leur a promis est à haut risque. Il était convaincu qu'il risquait sa liberté, et peut-être même sa vie. Il m'avait aussi prévenu que si les services secrets américains pensaient qu'en m'éliminant, ils pouvaient éviter cette fuite, ma vie pouvait être en danger. La première rencontre a lieu dans une chambre d'hôtel, le 3 juin 2013. My name's Ed Snowden. I'm 29 years old. I work for Booz Allen Hamilton as an infrastructure analyst for NSA in Hawaii. Snowden explique qu'il a été employé pendant 8 ans par la CIA, puis par la très secrète agence de sécurité nationale, la NSA, chargée des écoutes dans le monde. Il raconte comment la révolution Internet a donné aux États les moyens de surveiller systématiquement leur population, aux États-Unis, mais aussi en Europe. Le jeune homme sait de quoi il parle. Il était l'un des meilleurs informaticiens des services secrets américains. The NSA specifically targets the communications of everyone. It ingests them by default. It collects them in its system, and it filters them, and it analyzes them, and it measures them, and it stores them. Why should people care about surveillance? Because even if you're not doing anything wrong, you're being watched and recorded. Voici le premier document dévoilé par Snowden. Il décrit comment l'un des plus grands groupes de téléphonie américains s'engage à transmettre à la NSA les relevés des conversations de tous ses clients. Ce que révèle ce document, c'est que le système de surveillance de la NSA ne vise pas les personnes dangereuses ou les terroristes. Il vise les citoyens américains et tous les citoyens du monde, en masse et sans distinction. Le document contredit explicitement ce que le chef des renseignements américains a déclaré sous serment quelques mois auparavant et qui a poussé Snowden à sortir de l'anonymat. Does the NSA collect any type of data at all on millions or hundreds of millions of Americans? No, sir. It does not. Not wittingly. There are cases where they could inadvertently, perhaps, collect, but not wittingly. Snowden a été choqué par ce mensonge en direct du chef de la sécurité nationale d'Obama,
aux représentants du peuple chargés de superviser les services secrets. Depuis des années, il a vu de l'intérieur la machine à surveiller envahir tous les domaines de la vie quotidienne, sans aucun contre-pouvoir. Pour trouver l'aiguille terroriste dans la botte de foin, la NSA a décidé de surveiller toute la botte de foin. Mais quand tout le monde est suspect, il n'y a plus de présomption d'innocence. Snowden espère que ces révélations lanceront l'indispensable débat sur la surveillance de masse que permettent Internet et la mondialisation des télécommunications. These things need to be determined by the public, not by somebody who was simply hired by the government. This is the truth. This is what's happening. You should decide whether we need to be doing this. Nouvelle révélation sur l'espionnage des communications aux États-Unis. Le scandale prend de l'ampleur aux États-Unis. Surveillent et collectent tout un tas de données privées. Les pays, les institutions qui en ont fait les frais. L'histoire commence le 11 septembre 2001. Une journée comme une autre à Fort Meade, dans la banlieue de Washington, au siège de la NSA, l'agence de sécurité nationale chargée de collecter et traiter les données pour l'armée et le gouvernement américain. J'étais dans mon bureau. Je me souviens, le temps était magnifique, un ciel parfaitement bleu. Accident d'avion en plein cœur de New York. Un avion s'est encastré dans une des deux tours du World Trade Center. Par une explosion et une gigantesque flamme vient de sortir de la tour qui domine New York. Sans la fumée de l'incendie, effectivement, le Pentagone, le siège de l'armée américaine, est actuellement en flammes. Tout le monde avait allumé la télé. C'est par ce moyen qu'on avait des informations. Elles ne venaient pas des ordinateurs de la NSA, elles étaient à la télé. Parce que nous, à la NSA, nous n'avions pas su détecter l'attaque. On était là sur la terrasse, on voyait des gens sauter par la fenêtre. Après l'acte terroriste le plus grave jamais commis dans le monde. À la Maison-Blanche, c'est le chaos. Tout le monde est évacué. Le vice-président Dick Cheney est exfiltré en catastrophe par les services spéciaux, direction les bunkers anti-atomiques. Les États-Unis sont en guerre. Pourquoi la CIA, chargée de la lutte à l'étranger contre Al-Qaïda, n'a-t-elle rien vu venir? Pourquoi la NSA, chargée des écoutes et du renseignement, n'a-t-elle pas sonné l'alarme? Aussitôt, on s'est demandé où l'on s'était trompé. Pourquoi n'avions-nous rien vu venir, qu'avions-nous manqué et que nous aurions dû détecter? Les terroristes avaient vécu pendant des mois dans notre pays sans que nous le sachions. Qu'est-ce qu'on pouvait ignorer de plus? Nous étions inquiets. Nous n'arrivions pas à relier les données. Et en plus, nous n'arrivions pas à les collecter. L'équipe Bush est prête à tout. Dick Cheney, le tout-puissant vice-président, ordonne à George Tenet, le directeur de la CIA, de lui dire quelle barrière légale il faut faire sauter pour empêcher une nouvelle attaque. Tenet appelle son collègue à la NSA, plus petite et plus secrète. George m'appelle et me dit « Mike, y a-t-il autre chose que tu puisses faire ?» Je lui réponds « Non, pas avec mes compétences actuelles. » Puis il dit « Ce n'est pas ma question. Y a-t-il quelque chose de plus que tu puisses faire ?» J'ai dit « Je te rappelle. » La NSA a été créée juste après la Seconde Guerre mondiale pour empêcher une autre attaque comme celle de Pearl Harbor en 1942. Mais dans les années 70, le président Nixon a utilisé l'agence pour mettre sur écoute ses propres opposants politiques. Depuis, cette formidable machine à espionner a été bridée. En démocratie, la ligne rouge qu'il est interdit de franchir, c'est l'écoute de ses propres citoyens. Mais après le choc du 11 septembre, plus besoin de mettre des gants. À la NSA, Hayden demande donc à tout le monde de mettre les bouchées doubles. La présidence veut des résultats. J'étais en charge de trouver tout ce qu'il y avait dans les labos de la NSA, même si ce n'était pas encore opérationnel. On en avait besoin. Tout pouvait aider pour circonscrire la menace. Thomas Drake se met donc à fouiller méthodiquement les laboratoires de recherche de la NSA.
Il tombe sur un vieux projet appelé SYNthread, fil mince. Ce programme aurait dû permettre la collecte de quantités massives de mails et d'appels téléphoniques à l'étranger, bref, d'écouter le monde entier. Mais ce projet n'a jamais été mis en œuvre. L'idée était de construire des réseaux autour du globe sur tout le monde et sur qui communique avec qui. Ensuite, on peut isoler tous les groupes de terroristes. Et quand on sait faire cela, on peut utiliser ces métadonnées pour repérer les bonnes informations parmi tous ces téraoctets qui circulent. Avec l'augmentation de la puissance informatique, la NSA a en effet réalisé que les métadonnées, qui parlent avec qui, où et quand, permettent bien mieux de localiser des groupes ou des individus que l'écoute des messages, souvent cryptés. Plus que les contenus, l'agence cherche à cartographier des réseaux, terroristes ou autres. Mais les concepteurs de SYNthread n'étaient pas des Big Brother. Ils avaient installé un système pour anonymiser les données personnelles. Il y avait une section sur les données privées. Ça marchait très bien. Cela protégeait les citoyens innocents en cryptant leurs données. Les analystes n'y avaient même pas accès. Si cela concernait un citoyen américain, c'était automatiquement crypté. Cela faisait partie de la conception du programme SYNthread. L'équipe SYNthread en est convaincue. Si le gouvernement avait autorisé plus tôt l'utilisation de leur programme, à l'étranger, mais aussi à l'intérieur des États-Unis, la lutte contre le terrorisme aurait fait un grand pas. Du fait de la domination américaine sur le fonctionnement du réseau Internet, l'essentiel du trafic web mondial passait déjà par les États-Unis. Et il suffisait de s'y abreuver. Pour ses concepteurs, rongés par la culpabilité, SYNthread aurait peut-être même pu empêcher le 11 septembre. Je suis sûr qu'on aurait pu éviter cela si nous avions eu le droit de réviser notre mode opératoire avant le 11 septembre. J'ai essayé de les convaincre de changer notre mode opératoire, la manière dont nous avions le droit d'agir. Mais ils ont refusé. Cela me pèse depuis que c'est arrivé, depuis que 3000 personnes sont mortes. C'est un poids que j'ai du mal à porter. Drake n'a aucun doute. Une fois activé, SYNthread serait l'arme secrète parfaite. Mais lorsqu'il veut présenter la solution à ses chefs, Drake trouve porte close. On lui fait comprendre que d'autres choix ont été faits. Il n'est pas habilité à en savoir plus. Entre-temps, en effet, le général Hayden s'est rendu à Washington avec l'idée d'un programme d'interception beaucoup plus agressif. C'est la première fois que Hayden est reçu à la Maison-Blanche. Courtisé par l'équipe Bush, il présente son programme permettant d'intercepter des communications suspectes. Un système de surveillance massif des téléphones et de l'Internet sur le territoire national, sans cryptage des données personnelles et en dehors de tout contrôle judiciaire. Mais le président Bush peut-il l'assurer qu'il sera couvert légalement? La première chose qu'il m'a dit, c'est « Mike, je comprends tes inquiétudes, mais il y a des choses que nous allons devoir faire. Et je pense que j'ai l'autorité pour te permettre de faire les choses que tu as évoquées. » Aucun président n'avait autorisé cela auparavant. L'ordre présidentiel est signé le 4 octobre 2001. Il est tellement secret que nombre de responsables de sécurité nationale n'en auront jamais connaissance. La surveillance de masse peut commencer. L'idée du programme, c'était de chercher des conspirateurs inconnus. Et leur manière de faire, c'était d'espionner tout le monde. En secret, la NSA signe des accords avec 3 des plus grandes compagnies de téléphones américaines.
À Fort Meade, des centaines de nouveaux serveurs sont achetés pour stocker les données ainsi récupérées. Qui envoie des mails à qui? Qui envoie des SMS à qui? Qui Skype avec qui? Ils recueillent beaucoup d'informations sur le contenu des appels téléphoniques. Ils enregistrent les voix, pas toutes, mais un grand nombre des appels téléphoniques aux États-Unis. Ils le font grâce à un pouvoir qu'ils n'ont jamais eu auparavant. À la NSA, des dizaines d'employés sont mis dans le secret. Certains d'entre eux alertent leurs anciens supérieurs, pourtant exclus du programme. Des gens de plus en plus inquiets venaient me voir en disant « Mais qu'est-ce qu'on fait, Tom ?» Je pensais qu'il fallait un mandat. Ils m'ordonnent de déployer des équipements prévus pour le renseignement extérieur. Et maintenant, on me demande de les utiliser pour écouter les réseaux intérieurs. Pendant toutes ces années, on nous avait interdit d'espionner nos propres citoyens. Et d'un coup, nous devenions des criminels par association. L'agence prenait un chemin qu'il était défendu de suivre jusqu'alors. Nous étions très, très inquiets. Dégoûté, toute l'équipe de Synsred décide de prendre sa retraite anticipée. On s'est dit qu'on ne pouvait pas rester et devenir complice de tous les crimes en préparation. Nous devions quitter l'agence. Tous, sauf Drake, qui décide de rester. Quelques mois plus tard, Binet, le vétéran démissionnaire, prend une grave résolution. À l'automne 2001, il décide de rompre la loi du silence et de prévenir le Congrès américain. Il se tourne vers Diane Rourke, une alliée de poids. Très conservatrice, c'est elle qui est chargée du budget de la NSA pour le Parti républicain. Diane a dit qu'ils étaient devenus des voyous. Elle pensait qu'ils faisaient cavalier seul. J'étais atterrée, totalement atterrée. Cela signifiait un renversement complet de la politique de la NSA. Furieuse, Diane Rourke alerte les élus. Elle exige que si la NSA ne restaure pas le cryptage des données personnelles, le programme soit immédiatement stoppé. Ce qu'elle ignore, c'est qu'entre-temps, ces mêmes élus ont eux aussi été reçus dans le bureau du vice-président. Le général Hayden leur a présenté le fameux programme de manière très édulcorée et l'ordre du président. L'explosion aurait fait 30 morts et une cinquantaine de blessés. Alors que la tension post-11 septembre s'étend à travers le monde, à leur retour au Congrès, les élus se sentent tenus par le secret du programme. Je me suis disputée avec tout le monde. Personne ne me contredisait. Je disais que c'était immoral, politiquement stupide, illégal et anticonstitutionnel, et qu'il fallait arrêter. Et quand ça sortirait, ça serait l'enfer. En 2002, Diane Rourke est finalement convoquée par le général Hayden à la NSA. Mon objectif était de savoir pourquoi il avait retiré les protections, le cryptage et le repérage automatique. Je lui ai demandé plusieurs fois. Il éludait la réponse. Mais j'ai continué et à la 5e fois, il a baissé les yeux. Je me souviens qu'il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Il m'a dit « Nous avons le droit, nous n'avons pas besoin de tout cela ». Il faisait référence à l'autorité conférée par le commandant en chef en temps de guerre. J'ai répondu « Je ne suis pas d'accord avec vos deux conclusions. Je pense que ce que nous faisons est légal et efficace. Si je connaissais une meilleure manière de procéder, je le ferais. » À la fin de la réunion, le général Hayden m'a clairement fait comprendre qu'il voulait que je cesse de militer contre le programme. La piste parlementaire a échoué.
même moment, à l'autre bout des États-Unis, un technicien d'une des plus grandes compagnies de téléphone américaines fait une drôle de rencontre. Un jour, un agent de la NSA vient rencontrer ses supérieurs. C'est moi qui lui ai ouvert la porte. Il entre, il porte un costume, l'air très sérieux, sans sourire. Peu après, Klein découvre une chose étonnante au 6e étage du bâtiment technique d'AT&T. C'est la pièce 641A, le numéro de la porte. Bizarrement, cette porte n'a pas de poignée. Étrange. J'ai donc suivi les câbles qui sortaient de la pièce secrète. Je ne trouvais pas l'endroit où ils se raccordaient aux centrales téléphoniques. Tous les câbles semblaient monter à l'étage. Au 7e étage, AT&T gère le trafic Internet. Klein découvre des équipements qui laissent à penser que le gouvernement copie tout ce qui passe à travers le serveur de la compagnie. Les plans trouvés par Klein montrent que les câbles mènent à ce qu'on appelle un splitter. Le filtre ou splitter est comme un prisme de verre. Tu y mets le câble, le faisceau y entre puis se divise. Une moitié allait dans la salle secrète, l'autre moitié vers la destination prévue. Mais entre-temps, le tout avait été copié. Il s'agissait d'une énorme opération de drainage. J'étais furieux car je n'ai jamais voulu travailler pour la NSA. Mais j'avais plus de 50 ans, je ne voulais pas perdre mon emploi, j'étais coincé et j'avais peur. En 2003, un vent de révolte se lève. Cette fois-ci, il provient de l'intérieur même du gouvernement. Certains hauts fonctionnaires du ministère de la Justice commencent à douter de la légalité du programme. Thomas Tamm est l'un des procureurs en charge des dossiers terroristes. Il s'inquiète. De plus en plus de preuves et d'informations à charge fournies par le gouvernement n'ont jamais été autorisées par un juge. D'où viennent-elles? J'ai demandé à une de mes supérieures si elle savait de quoi traitait le programme. Elle m'a dit qu'elle supposait que ce qu'on faisait était illégal. Mais elle ne voulait pas poser de questions. Peu après, l'équipe Bush cherche un homme de confiance pour remplacer le numéro 3 du ministère. Un poste très politique, chargé d'approuver la légalité des opérations les plus discrètes du gouvernement. Le choix tombe sur Jack Goldsmith, connu et respecté dans les cercles conservateurs. Progressivement, on l'introduit dans les secrets du gouvernement. On a commencé à me mettre au courant des programmes classifiés ou antiterroristes. J'étais extrêmement naïf. J'avais l'impression de faire un travail important. Je n'avais pas conscience de la nature et de la taille des problèmes en jeu. Un jour, un proche du vice-président sort d'un coffre spécial un dossier rouge. Sur la couverture est inscrit « Top secret SI Comint Stellar Wind ». C'est le nom de code du programme. Mais contre toute attente, à sa lecture, le juriste s'indigne. Le programme était l'exemple même du gouvernement faisant cavalier seul, en secret, et basé sur des raisonnements légaux, faussés et biaisés. L'équipe Bush menace Goldsmith. S'il refuse de coopérer, lors d'un prochain attentat, il sera tenu personnellement responsable des futurs morts. Pour protester, Goldsmith et des dizaines de hauts fonctionnaires de la justice sont sur le point de démissionner. Très mauvaise nouvelle pour Bush en pleine campagne de réélection. Mais ce n'est pas tout. Par souci de légalisme, tous les 45 jours, le ministre de la Justice, Ashcroft en personne, doit réautoriser le programme. Pendant 2 ans et demi, il l'a fait sans sourciller. Mais là, il commence à douter. Si le ministère refuse de réautoriser le programme, la surveillance devient illégale. Les responsables pourraient être poursuivis pénalement. L'équipe Bush panique. Deux jours plus tard, coup de théâtre. Ashcroft s'effondre.
Maladie grave, il est admis en catastrophe à l'hôpital. On est à 48 heures de l'expiration du programme. La Maison-Blanche envoie une équipe sur place. Son conseiller juridique, Alberto González, et Andrew Card, chef du cabinet du président. Impossible de laisser le programme expirer. Le ministre doit signer. Le ministre de la Justice Ashcroft s'est redressé et a tenu un discours de 3 minutes à González et Card. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il a fait preuve d'une clarté incroyable sur ces sujets et sur ce qui était en train de se passer. Il a expliqué pourquoi il n'approuverait pas le programme. C'est un des moments les plus incroyables de ma vie. Il semblait à l'article de la mort, et tout à coup, il a cet étonnant moment de clairvoyance. Puis il s'est recouché, et j'ai vraiment cru qu'il allait rendre l'âme. À la fin, il nous a répété qu'il n'était plus le ministre de la Justice en exercice. Andy et moi avons dit « Merci, nous allons en parler avec le ministre adjoint » et nous sommes partis. Bien décidée à contourner la révolte des juristes, la Maison-Blanche fait réécrire l'ordre du président. Désormais, plus besoin de la signature du ministre de la Justice. Celle du fidèle procureur général González, pourtant juridiquement plus fragile, suffira. À la NSA, on ferme les yeux. Officiellement, parce que l'heure est grave. Le bilan s'élève maintenant à 190 morts et 1247 blessés. L'attentat d'Al-Qaïda à Madrid en mars 2004 est le plus sanglant depuis le 11 septembre 2001. Les plus meurtriers en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Étant donné la gravité de la menace d'Al-Qaïda et l'ambiguïté de la situation, je trouvais que c'était la meilleure décision opérationnelle, légale et morale. Ok, nous ferons cela une nouvelle fois, mais dans un cadre un peu différent. Le tour est joué. Le programme de surveillance peut reprendre, récoltant des quantités toujours plus importantes de données. La partie du programme qui a fait tant débat au printemps 2004 fut réinstallée en grande partie à l'automne de la même année, sous une forme légale différente. À l'été 2004, le programme de la NSA tourne à plein. En 3 ans, l'agence a embauché des milliers de personnes, dont d'innombrables analystes et informaticiens. Né à quelques pas du siège de la NSA, Edward Snowden fait partie des candidats prêts à s'engager. Snowden a fait des études moyennes, mais il est passionné par l'informatique et c'est un patriote. Après le 11 septembre, il a eu la même réaction que nombre de jeunes Américains patriotes. Je veux faire mon devoir. Ce qui l'a mené vers la NSA, vers la CIA et vers le monde des services secrets. Une aventure qui commence mal. Lors d'un stage d'entraînement pour rejoindre les Marines en Irak, Snowden se casse les 2 jambes. Recalé, ses rêves d'agent secret s'évanouissent. Au même moment, George Bush poursuit sa campagne pour sa réélection. Interrogé sur les questions de sécurité, il minimise les écoutes. It's important for our fellow citizens to understand constitutional guarantees are in place when it comes to doing what is necessary to protect our homeland because we value the Constitution. Ça me rongeait. Il était clair pour moi que je ne voulais plus participer à tout ce qui était en train de se passer. Face aux mensonges à répétition, le procureur Tam se résout finalement à alerter la presse. Il se rend dans le métro de Washington. D'une cabine publique, il appelle le New York Times, le plus grand journal américain. Sans donner son nom, il raconte l'histoire d'un programme super sensible d'espionnage qui met sans dessus-dessous le ministère de la Justice et de possibles crimes fédéraux couverts par des ministres. J'étais conscient que si on découvrait ce que je faisais, et je savais qu'un jour ce serait découvert, les conséquences seraient graves. Mais je pensais que c'était important.
Tam est le seul lanceur d'alerte connu. À la même époque, aucun des vétérans de Sinsred n'ose sauter le pas et alerter la presse. On était tous des fonctionnaires traditionnels. On voulait rester au sein du gouvernement, essayer de lui faire changer ses manières de travailler, le redresser plutôt que de le forcer à se confronter au quatrième pouvoir, à l'opinion publique. L'option d'aller voir la presse était très dangereuse. Au minimum, on serait licencié, voire pire. Au New York Times, les révélations de Tam recoupent d'autres informations sur un programme d'écoute industrielle hors de tout contrôle et de mensonges à répétition du gouvernement. L'histoire est prête, elle va faire du bruit. Un des journalistes décide de confronter le général Hayden avec les découvertes. J'ai dit à l'attaché de presse qu'il fallait que je parle à Hayden immédiatement à propos d'un sujet très sensible. Je ne leur ai pas dit quoi exactement. À ma surprise, il a tout de suite été en ligne. Le journaliste commence à lui lire son article au téléphone. Et j'ai entendu comme une grande respiration, un « Ah !» comme s'il avait dit « Comment vous avez eu cette histoire ?» Je crois que c'est une très mauvaise chose. C'est pour ça que nous ne révélons pas nos sources ni nos méthodes. Pour la même raison que les journalistes gardent leurs sources et leurs méthodes secrètes. On ne survit pas si on ne les garde pas secrets. La machine à pression se remet en marche. Au nom du secret d'État, le directeur de la CIA ordonne aux journalistes de laisser tomber. Sans succès. Puis, c'est au tour des rédacteurs en chef du journal d'être convoqués à la Maison-Blanche. Comme lors de la crise d'Irak, où le New York Times avait suivi les arguments du gouvernement, on leur vend les impératifs de sécurité nationale. C'étaient tous des gens sérieux. Il y avait un consensus parmi ceux que nous avons consultés. C'était dangereux. Tous allaient dans le même sens. Après de longues discussions, nous avons décidé que nous n'étions pas prêts à publier. Le New York Times décide d'enterrer son scoop. Peu après, George Bush est réélu de justesse avec 50,7% des voix. Bonsoir, good evening. C'est reparti pour 4 ans. Les Américains ont élu Bush. Vous venez de l'entendre. Les Américains traumatisés par les attentats du 11 septembre. Sera-t-il encore plus faucon? Thomas Drake, le dernier des protestataires au sein de la NSA, est définitivement mis au placard. Ils ont réorganisé mon travail de telle sorte que je n'avais plus rien à faire. J'avais un bureau et un drapeau comme tout responsable de haut niveau. Et c'est tout. Plus de programme, plus de personnel, plus d'équipe, plus rien. Été 2005. Un an déjà que le New York Times refuse d'imprimer l'enquête sur la NSA. James Risen décide de passer outre et de publier un livre sur le programme. Le coup de force fonctionne. Son journal accepte enfin de sortir le scandale. Et cette fois-ci, les menaces de Bush ne suffisent plus à intimider Arthur Sulzberger, le propriétaire du New York Times. La semaine dernière, le célèbre New York Times révélait que George Bush avait ordonné... Le scoop du New York Times en décembre 2005 choque le monde entier. La conversation de plusieurs dizaines de millions de personnes aurait été mise en fiche depuis plusieurs années. Aucun gouvernement n'arrivera à faire passer pour quelque chose de normal l'espionnage de sa propre population. Ces écoutes, effectuées sans mandat, sans autorisation d'un juge, représentent une entorse spectaculaire à la Constitution américaine. Pour la première fois, le président Bush est obligé de reconnaître l'existence du programme. Il le fait à sa manière. This is a highly classified program that is crucial to our national security. I authorized the National Security Agency, consistent with U.S. law and the Constitution, to intercept the international communications of people with known links to Al-Qaeda and related terrorist organizations. Bush se concentre sur la partie la plus petite et la moins controversée du programme. Pas un mot sur le système de collecte massive de données.
Sa description des faits était tout simplement fausse. Le programme ne devait pas surveiller des suspects et des conspirateurs connus. C'était facile d'avoir un mandat pour ça. Le programme collectait d'énormes quantités de données, des volumes énormes. Il fouillait des milliers de milliards d'appels téléphoniques et d'emails à la recherche de conspirateurs inconnus. Le programme le plus important était celui du filet de surveillance. La copie de millions d'historiques d'appels téléphoniques, d'emails, de transactions financières et de données de cartes bancaires. Puis, Bush passe la parole au général Hayden. Lui aussi arrange la réalité pour la rendre plus présentable. Aucun employé de la NSA n'a exprimé d'inquiétude vis-à-vis de ce programme. J'ajoute que tous les membres de la NSA, à qui nous avons demandé d'y participer, l'ont fait avec enthousiasme. J'étais stupéfaite par ce qu'il disait. C'était faux. C'était trompeur. C'était le début de la réécriture et des mensonges. Snowden est loin de ses préoccupations. Après 2 ans de petit boulot en 2006, il vient enfin d'être recruté par la CIA. Pendant 6 mois, il se spécialise en technologie moderne, dans une école secrète. Puis, on l'envoie sous une fausse identité à Genève, loin des lanceurs d'alerte de la NSA. À Washington, le vice-président Cheney, furieux, exige que les fuites dans la presse américaine cessent et que ceux qui ont parlé soient punis. Il faut protéger à tout prix le secret du programme. L'enquête est confiée au FBI. La chasse à l'homme est dirigée par le nouveau ministre de la Justice, qui n'est autre que Alberto González. Ils avaient violé la loi, divulgué des informations classifiées. C'est contraire à la loi. Le travail du ministère de la Justice est de poursuivre ceux qui violent la loi. Au sein du ministère, le FBI soupçonne rapidement Thomas Tamm. Terrorisé, celui-ci plaide coupable et démissionne. Reste à faire taire les autres sources possibles. À l'été 2007, au petit matin, des agents du FBI font des descentes musclées au domicile des vétérans de l'équipe Sinsred, ainsi que chez Diane Rourke. C'était choquant. Ils ont fouillé toute la maison, chaque livre, chaque document, chaque tiroir. Ils ont retourné les matelas. C'était vraiment choquant. J'ai su que le FBI était chez moi quand je suis sorti de la douche et qu'un homme pointait son arme sur moi. Ils ont pris mon ordinateur, tous les appareils électroniques, les disques durs, tous les appareils de stockage électronique. Vous voyez ça, là? C'est la 2e médaille la plus prestigieuse de la NSA. Je me demande donc ce que j'ai pu faire de si mal pour mériter un tel traitement. Ces anciens serviteurs de l'État sont traités comme de vulgaires gangsters, ou pire, comme des traîtres. Ça m'a anéanti. Je suis devenu un reclus. J'ai coupé tout contact avec mes amis. C'était dur, très dur. Malgré ces méthodes brutales, aucune des personnes accusées ne semble être l'une des sources de la presse. Fin novembre 2007, c'est au tour de Thomas Drake de voir sa maison fouillée, ses ordinateurs emportés par le FBI. Un procureur va jusqu'à l'accuser d'être la tête pensante d'une conspiration des vétérans de la NSA. Il m'a demandé « Voulez-vous passer le reste de votre vie en prison, Monsieur Drake? Si vous ne coopérez pas avec nous, nous avons assez d'informations pour vous emprisonner pendant longtemps. Il vaudrait mieux parler. » La situation de l'équipe Sinsred semble désespérée. Mais ils ont un espoir. Fin 2007,
Une nouvelle élection présidentielle s'annonce. Et cette fois-ci, un candidat promet de changer les méthodes et le climat de l'ère Bush. Quand il parle du programme, le sénateur Barack Obama ne mâche pas ses mots. Il parle d'un État-surveillance devenu fou. I will provide our intelligence and law enforcement agencies with the tools they need to track and take out the terrorists without undermining our Constitution and our freedom. No more ignoring the law when it is inconvenient. That is not who we are. And it's not what is necessary to defeat the terrorists. Tout cela, Edward Snowden le suit de loin. Il vient d'être embauché par la NSA au Japon dans l'une de ses plus grosses stations d'écoute à l'étranger. En tant qu'opérateur de systèmes informatiques apprécié et bien noté, il a un très large accès aux différentes opérations de l'agence. Il a vraiment commencé à comprendre à quel point la NSA avait mis les mains dans l'infrastructure de l'Internet. Mais plus Snowden en sait, plus il est perturbé. Un jour, il tombe sur un rapport de l'inspection générale de la NSA classé secret défense. On y raconte toute l'histoire du programme depuis 2001, sans aucune censure. Les questions de l'égalité, la rébellion des juristes, l'évolution des systèmes de collecte. Snowden doute de plus en plus. Mais lui aussi compte sur Obama pour limiter l'État-surveillance. À la Maison-Blanche, l'équipe Bush, sur le départ, cherche un moyen pour rendre le programme permanent. Sa solution, c'est de transformer l'ordre présidentiel en loi votée par le Congrès. Mais pour cela, il faut convaincre les députés et sénateurs de la nécessité des écoutes, y compris certains sénateurs démocrates. Il fallait une lecture très détaillée pour comprendre ce qu'il faisait. Je ne crois pas que les gens aient compris pourquoi il le faisait. Le but était de rendre légal tous les programmes que le ministre de la Justice et le directeur du FBI avaient trouvés problématiques. Le candidat Obama fait alors un choix lourd de conséquences. Je me souviens de ma première conversation avec lui en campagne. J'ai dit, écoutez, quand vous serez président, il faudra tuer des gens. Êtes-vous prêt à appuyer sur la gâchette, à endosser cet aspect de la fonction? Il est devenu silencieux et il m'a dit avec un regard dur comme de l'acier, « Je le sais et je peux le faire ». Souvent accusé par la droite de manquer de poigne, Obama veut changer son image. Il décide donc de voter en faveur de la loi de régularisation du programme. Grâce à la loi de 2008, certaines choses que nous faisions auparavant sous l'autorité du président uniquement pour contrer Al-Qaïda sont devenues légitimes pour tout renseignement à l'étranger. Donc la loi de 2008 non seulement valide le programme de surveillance des terroristes, mais elle l'élargit. Car en parallèle, l'avènement de l'Internet haut débit a ouvert un véritable âge d'or pour la surveillance de masse. En Californie, le boom des grands sites et des réseaux sociaux a fait des petites entreprises de la Silicon Valley des mastodontes. Ces géants gèrent en permanence des milliards de données. Données qu'ils stockent, puis transforment en profils de plus en plus détaillés de leurs clients, profils qui seront ensuite revendus aux annonceurs. À la NSA, ces innovations de marketing ultra pointues sont suivies avec beaucoup d'intérêt. Ces sociétés sont dans une situation très difficile parce que leurs activités ressemblent beaucoup à de la surveillance. C'est de la surveillance, mais pour faire de la publicité, non du maintien de l'ordre. Tout l'enjeu est dans le secteur privé. Début 2007, la NSA lance le programme PRISM. Comme le prouvent ces documents secrets des archives Snowden, 9 des plus grandes compagnies d'Internet sont contraintes de coopérer avec la NSA pour fournir toutes sortes de données sur leurs clients. Mais interdiction d'en parler et surtout de s'y opposer.
Yahoo, qui tente de résister, cède quand le gouvernement veut lui imposer une amende de 250 000 $ par jour, qui doublera chaque semaine. En 2013, Prism permet de suivre environ 120 000 personnes à travers le monde. C'est aujourd'hui l'outil le plus utilisé par les analystes de l'agence. Cela nourrit plusieurs fois par jour les briefings des plus hauts responsables américains, y compris Obama. Prism ne concerne pas les métadonnées. Le programme s'intéresse au contenu, les photos et les vidéos que vous envoyez, les mots de vos emails, votre voix sur Skype, tous les fichiers stockés dans le cloud. Ce sont les contenus, la totalité des contenus. Là où Prism est relativement ciblé, le programme Muscular ne fait pas dans le détail. Secrètement, il siphonne les câbles sous-marins en fibre optique de et vers les États-Unis. En 2013, la NSA se félicitait d'avoir intercepté 181 millions d'échanges en 30 jours, rien que sur les serveurs de Yahoo et de Google. Prism, c'est la grande porte. Ce sont des juges qui disent « Vous devez coopérer avec la NSA et livrer certaines informations à sa demande ». Et tout à coup, ces compagnies découvrent qu'en parallèle, le gouvernement se sert de portes dérobées pour pénétrer leurs infrastructures et prendre tout ce qu'il veut. Le 21 janvier 2009, Barack Obama devient le 45e président des États-Unis. Et maintenant, au boulot. La situation économique aux États-Unis est catastrophique. Le nouveau président hérite d'un pays enlisé dans deux guerres. À 7h30, premier briefing avec la CIA. Dès le premier jour, ses conseillers lui présentent les dossiers de sécurité nationale, en particulier le fameux programme et les détails de sa collecte secrète de milliards d'appels, de mails et de données Internet. L'ensemble du monde du renseignement considérait le programme comme essentiel. Il comblait une importante lacune. Quand vous êtes l'élu, l'homme le plus important, que vous êtes à la Maison-Blanche, vous ne voulez abandonner aucun outil dont vous avez hérité, rien qui pourrait fournir l'information cruciale qui empêchera une attaque. Convaincu de son utilité, Obama décide de poursuivre le programme. Il le fait sien. En 8 ans, la NSA a doublé de taille. Désormais, elle dépense plus de 10 milliards de dollars par an pour capturer les communications à travers le monde. D'un naturel discret, Snowden a observé comment le programme continuait de s'étendre sous l'administration Obama. Sa décision est prise. Reste à trouver un moyen de témoigner de la manière la plus efficace possible, sans être censuré par un journal trop inquiet et sans subir le sort des rares lanceurs d'alerte qui continuent d'être impitoyablement poursuivis. Le président Obama n'aime vraiment pas les gens qui divulguent des informations classifiées. Il prend cela très au sérieux et pense qu'on devrait tous prendre cela très au sérieux. Dans toutes les conversations du président dont j'ai entendu parler, il a dit « Si vous divulguez des informations classées sécurité nationale pouvant mettre en danger d'autres personnes, nous vous écraserons sous une tonne de briques. » Le 14 avril 2010, un an et demi après l'entrée en fonction d'Obama, les briques commencent à tomber sur Thomas Drake. Il est mis en examen pour avoir violé la loi sur l'espionnage. J'étais devenu une menace directe pour la sécurité nationale des États-Unis. J'étais devenu un ennemi d'État. Et je devais envisager le fait de passer le reste de ma vie derrière les barreaux. Drake est seul. Il a dû vendre tous ses biens pour financer ses avocats. Il n'a plus de droit à la retraite. Ironie du sort, le seul travail qu'il a trouvé, c'est dans un magasin Apple. Finalement, sa défense engage des enquêteurs qui découvrent une chose stupéfiante. Les documents soi-disant top secrets qu'il aurait divulgués sont en fait tous des documents publics.
J'ai regardé ce pourquoi il était accusé, les documents étaient clairement marqués non confidentiels. Pire, l'accusation a modifié a posteriori les documents pour les classer secret défense. Elle a falsifié des preuves. Ils ont tout simplement rayé le mot « non » de « non confidentiel » et ils l'ont accusé de détenir des documents secrets. C'était comme s'il lui avait tendu un piège pour le coincer après coup. Quelques jours à peine avant le procès, l'accusation annule tout. Drake accepte de plaider coupable d'avoir utilisé de manière inappropriée un ordinateur du gouvernement américain. Il est condamné à 25 $, 1 an avec sursis et quelques travaux d'intérêt public. Aucun des autres accusés ne sera jamais jugé. En 2012, Snowden a été embauché à Hawaï par un gros sous-traitant privé de la NSA. Sa réputation de génie informatique lui donne l'accès quasi illimité aux serveurs de l'agence. Sa décision est prise. Il commence donc systématiquement à copier des milliers de documents de l'agence. Pas ceux qui mettent en danger des agents ou des opérations de sécurité nationale en cours. Seulement ceux qui prouvent les différents aspects du programme. Snowden avait l'autorisation d'accéder aux renseignements humains. Il était habilité à avoir accès à nombre de systèmes de surveillance électronique. En plus, il était classé super utilisateur. Cet ensemble de choses lui ouvrait beaucoup de portes. Le 20 mai 2013, Snowden annonce à son employeur qu'il a une maladie grave et qu'il doit passer des tests. Le même jour, il s'envole pour Hong Kong. 10 jours plus tard, c'est là qu'il fixe son rendez-vous anonyme aux journalistes. On n'avait toujours aucune idée de qui il était, quel âge et quelle nationalité il avait. On ne savait rien. Il nous avait juste dit qu'il aurait un Rubik's Cube à la main pour le reconnaître à son arrivée. Pendant une semaine, enfermé dans sa chambre d'hôtel, Snowden explique les différents documents aux journalistes. Il mettait souvent une couverture sur sa tête quand il voulait allumer son ordinateur, pour empêcher les caméras de surveillance d'enregistrer les mots de passe de cryptage. Je lui ai demandé « Cela vous dérange si j'enregistre l'interview avec un iPhone ?» Quand il l'a vu, c'est comme si j'avais sorti un micro directement lié au siège de la NSA. Il était horrifié. Il a dit « Sortez ça tout de suite de la pièce ». Il nous paraissait parfaitement plausible qu'à tout moment, on vienne enfoncer la porte de la chambre. Le 5 juin, la Maison-Blanche reçoit un appel de la rédaction du Guardian à New York. Le quotidien annonce qu'il va publier la première enquête tirée des archives Snowden au plus vite. Il laisse 4 heures à l'équipe Obama pour donner sa version. Je me souviens très bien de cet appel. C'est l'une de ces situations où l'on met plusieurs minutes pour se rendre compte de l'étendue de la fuite et à quel point ces révélations étaient gravissimes. On avait très peu de temps pour réagir. Les dénégations de l'administration Obama sont peu convaincantes. Le Guardian, un quotidien anglais, sort en premier l'histoire des écoutes massives par les États-Unis. Le retentissement est mondial. Snowden a réussi son premier objectif, rendre publics les secrets qui pèsent sur sa conscience sans se faire attraper. C'était une brèche énorme dans le renseignement. C'était la plus grande fuite d'informations secrètes de toute l'histoire des États-Unis, et même du monde. L'agence de renseignement NSA a confirmé les soupçons d'espionnage américain en Europe et surtout mis en place secrètement. Les écoutes ne visaient pas que des membres présumés d'Al-Qaïda. Avec un système de surveillance gigantesque. Le même jour, Obama est en voyage officiel dans la Silicon Valley. Face à la pression médiatique, il accepte une question sur le sujet qui secoue la planète. Good morning, everybody. I'm going to take one question. I don't want the whole day to just be a bleeding press conference. Mr. President, could you please react to the reports of secret government surveillance of phones and internet?
what the intelligence community is doing is looking at phone numbers and durations of calls. They are not looking at people's names, and they're not looking at content. In the abstract, you can complain about Big Brother and how this is a potential, program run amok. Et pourtant, en 10 ans, la NSA a développé, entre autres, le programme Evening Eagle, écoute ciblée des SMS du président indonésien, des diplomates européens ou du portable d'Angela Merkel. XKeystore, recueil massif de noms d'utilisateurs et de leurs codes personnels. Genie, utilisation d'ordinateurs zombies pour lancer des attaques Internet massives. Dropmir, espionnage à longue distance des reflets d'écran d'ordinateurs, d'imprimantes ou de fax. Bullrun, décodage de la plupart des cryptages existants, de Facebook à Google, en passant par nombre de smartphones. La NSA a même créé son propre moteur de recherche pour faciliter le travail de ses analystes. Des milliards de données sont stockées chaque jour dans les serveurs de plus en plus gigantesques de l'agence. Qui sait, un jour, cela pourrait servir. À Hong Kong, Snowden sait que désormais gouvernement et presse mondiale sont sur sa piste. Il est temps de partir. Snowden transmet ses dizaines de milliers de documents bruts aux 3 journalistes. À eux de savoir quand et comment les publier. Il y avait une ambiance triste lors de notre dernier rendez-vous. Je pensais que quand je le reverrais, ce serait en garde à vue aux États-Unis, sur un écran de télé. Hong Kong, Moscou, Caracas, La Havane, la fuite en avant d'Edward Snowden. Le 23 juin, Snowden s'envole vers l'Amérique du Sud via la Russie. Mais entre-temps, son passeport américain est annulé. Plusieurs pays, dont la France, menacent de l'extrader vers les États-Unis s'il poursuit comme prévu son voyage vers l'Équateur. Snowden reste à Moscou, officiellement en zone de transit de l'aéroport Sheremetyevo. Le chef des services de renseignement américains avait dénoncé des fuites complètement irresponsables. Depuis, Edward Snowden vit et travaille en Russie. Moscou vient de lui accorder un nouveau visa de 3 ans. Entre ses supporters et ses adversaires, la bataille fait rage pour savoir si oui ou non il est un traître. Snowden ne pense pas pouvoir retourner un jour librement aux États-Unis. Aujourd'hui, nous vivons derrière une glace sans teint. L'Amérique des grands groupes et du maintien de l'ordre, l'État de la sécurité nationale savent tant de choses sur nous. Nous en savons si peu sur eux, ni sur ce qu'ils font, ni comment ils le font. Nous ne pouvons pas tenir nos gouvernements pour responsables, car nous ne savons pas vraiment ce qu'ils font. You can't have 100% security and also then have 100% privacy. La France, d'après les attentats, est confrontée au même dilemme que les États-Unis depuis 2001. Faut-il considérer tout le monde comme des coupables potentiels à surveiller? Comment contrôler les méthodes des services de renseignement sans les empêcher de travailler efficacement? Saurons-nous protéger nos propres lanceurs d'alerte? Et quel prix sommes-nous prêts à accepter de payer en termes d'abandon de liberté pour une sécurité dont tout le monde sait qu'elle ne peut pas être totale? Nos choix en la matière définiront nos sociétés de demain.